Bonsoir à tous, bienvenue à Châlons dans la rue. Depuis 3 jours, la ville est complètement métamorphosée par la 30e édition du festival. Nous sommes actuellement au Bastion Bas, l'un des 80 points où les artistes se produisent au plus près du public sur le pavé. Et pour en parler, je rejoins Pedro Garcia. Pedro Garcia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur artistique du festival. Et alors là, on est accueilli par la compagnie Turbo Dancing au milieu de limousines rose bonbon dans un décor complètement vintage. On n'est pas bien là quand même. Ah bah oui, mais on est bien, c'est formidable, on est en bord de Saône. Il a même plu un tout petit peu, ce qui fait que c'est frais. On est bien ici, mais on est bien partout à Châlons en ce moment. On est bien place du Collège, place de Thiard, centre-ville, Saint-Vincent, on est bien partout. Il y a des artistes partout, il y a du public partout, il y a des enfants partout. Justement là, si on fait quelques pas, on peut voir un concert de ukulélé complètement déjanté. On peut aller voir de la danse un peu hip-hop. On peut aller voir une comédienne seule en scène qui fait un spectacle burlesque sur la bipolarité. Bref, on peut manger un petit bout avec des copains et leur partager les bons plans, les coups de cœur de spectacle. C'est ça l'esprit Châlons dans la rue selon vous ? Oui, c'est ça l'esprit Châlons dans la rue. C'est le bouche à oreille qui fonctionne rapidement. C'est surtout les familles qui viennent. Donc il y a évidemment des propositions pour les enfants et puis pour leurs parents et puis pour plein de jeunes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a vraiment une jeunesse qui est là partout. On le voit dans les villes, les poussettes. Moi je trouve que c'est un vrai grand moment. Le public a répondu présent. Donc il y a encore du désir, il y a encore de l'envie, il y a le goût de rencontrer les artistes. Alors c'est une édition un peu particulière, la 30e anniversaire. C'est aussi votre dernière, vous rendez les clés du camion à la clôture du festival. Du coup, sur quoi vous avez misé pour cette édition un peu particulière ? Eh bien, cette 30e édition, c'est l'édition des trentenaires. Donc on a vraiment misé sur une nouvelle génération qui est apparue il y a 3, 4, 5 ans, mais là qui est arrivée à une certaine maturité, un vrai désir d'être là. Donc le IN, c'est vraiment de nouvelles compagnies. Certaines ne sont même jamais passées par le off. En général, c'est comme ça, le SAS. Et là, non, même pas. Des compagnies qu'on a accompagnées pendant la saison avec le Centre national des arts de la rue. Et puis donc, je trouve que voilà, on laisse maintenant vraiment l'ouverture pour la suite des événements. En 30 ans, est-ce que le festival s'est assagi ? Est-ce que c'est une menace qui pèse sur lui ou au contraire, eh bien, ici, il y aura toujours l'imagination au pouvoir ? Non. Très vite, Pedro. Le festival ne peut pas s'assagir. Le festival, c'est un perturbateur. C'est un enfant qui veut faire parler de lui et donc c'est un enfant qui est agité. Turbulent. Merci beaucoup Pedro d'avoir accepté notre invitation. Alors on ne connaît pas encore le nom de votre successeur, mais une chose est sûre, celui ou celle qui prendra le relais avec la complicité des artistes va écrire un nouveau chapitre à cette belle histoire. Et en 30 éditions, il s'en est passé des choses. Je vous propose de vous rafraîchir à la mémoire avec ce magazine de Jean-Philippe Belegue, Johan Etienne et Lucille Feuillebois. On se retrouve juste après. « 1987. Un millier de cavaliers convergent vers Chalon-sur-Saône pour un grand rassemblement équestre. L'image est saisissante, c'est surtout cela qui retient l'attention à l'époque. Mais au même moment, sur le pavé chalonnais et dans la torpeur estivale, fleurit une aventure artistique qui connaîtra une destinée bien plus marquante. À la manœuvre, Pierre et Quentin, des Chalonnais d'adoption. Le duo à carte blanche met un budget rikiki pour distraire les cavaliers et déjà tenter d'appâter les touristes. Nous sommes un peu les fous du roi, les fous de la rue. Le maire est venu nous dire, voilà, chaque été, des gens passent sur l'autoroute, Châlons Nord, Châlons Sud, et personne ne s'arrête. Il faudrait créer un événement où les gens s'arrêtent enfin à Châlons l'été et qui puissent animer la ville l'été. Comme nous, on avait un passé d'artistes de rue, on a dit, écoutez, allez, on va appeler nos potes et puis on va essayer de faire un festival, quoi. Dominique Perben est le 3e larron de l'histoire. Le courant passe immédiatement entre ce jeune quadra RPR fraîchement élu à la tête de Châlons et les 2 trublions. Ça m'a paru intéressant. Ça m'a paru d'autant plus intéressant que je ressentais Châlons comme une ville particulièrement capable de vivre cela. Parce que d'abord le décor, le centre-ville, et pas seulement le centre-ville, parce qu'une vraie
comment dire, une vraie chaleur humaine assez collective, une ouverture d'esprit, un esprit de tolérance. Aux premières loges de cette aventure, Claude et Vincent Euth. Ces Chalonnais n'ont raté aucune édition du festival, même pas la première. On se promenait dans les rues et on voyait des choses, on n'était pas surpris. Pas surpris, oui, on n'était pas encore surpris. La ville restait la ville. Entre deux spectacles de jonglerie ou de marionnettes, le théâtre de l'Unité dénote. Il développe sa petite musique drôle et subversive. Est-ce que c'est un monsieur Terroriste? Est-ce que c'est un cendrier? Pyromane? Je pourrais plus faire ce genre d'astuce. En 1987, ces pionniers des arts de la rue jouent 2 spectacles, dont la fameuse Deux Chevaux Théâtre. Si vous voulez bien vous extirper. Alors? Ça, c'était une parabole sur le théâtre. C'était effectivement, c'était une période où on avait énormément de mal à remplir des salles. Et donc là, quand je faisais rentrer 2 personnes et que je disais c'est plein, c'était une jouissance terrible pour nous. Sauf qu'à Châlons, en cette première édition, le public est très clairsemé. Les cavaliers, ils s'en foutaient complètement. Les gens de Châlons, ils étaient à peine là. Non, ça, c'est pas du tout un bon souvenir, hein. Merci et très bonne fête de rue à Chalon. 1988, la 2e édition de Châlons dans la rue prend la roue du Tour de France. La ville accueille une étape de la célèbre course cycliste. Et les programmateurs mettent également la gomme. Les saltimbanques côtoient des compagnies au choix artistique plus affirmé. C'est le cas notamment des Camarguais de l'Utopie. Cette compagnie fait de la Saône une scène pendant toute la durée du festival. Bruno Schnebelin, le directeur artistique, se souvient de la déflagration poétique que sa troupe a créée à l'époque. On avait un spectacle sur une île qui était en fait une métaphore de la dégradation d'un site écologique, une île qui était vierge au départ. C'est un spectacle qui durait 3 jours. Donc le public venait quand il voulait. Il y avait des rendez-vous, mais il pouvait venir à n'importe quelle heure. Il y avait toujours des acteurs sur cette île. C'était du Magritte un peu dans l'espace public, voir des voitures sur la Saône. Personne n'avait jamais vu ça, et de voir une île tropicale avec des personnages en couleur qui vivent à moitié nus sur cette île, créer vraiment la surprise et l'étonnement. Il y a des gens qui ont évidemment pas compris ce qui se passait, ce que c'était. Châlons était encore une petite ville de province. C'était pas facile d'arriver comme ça avec des spectacles sans queue ni tête, finalement. « 1989, le festival prend de l'ampleur et de la pompe. La reine d'Angleterre, ou plutôt son sosie, est de la fête. Dominique Perben, tout comme les artistes, doit donner de sa personne. Il l'accueille à l'hôtel de ville avec toute la cérémonie due à son rang. Le nombre de troupes, de spectateurs et le budget commencent à exploser. Et la rue, elle aussi, se dynamite dans le sillage de la compagnie Malabar. Une époque où il y avait des spectacles un peu ambiance Mad Max, etc. Donc des choses très hautes sur les chasses, un peu violents, un peu bousculants. Là, c'était un choc. Hein, Ah oui, parce que d'un seul coup, on était confronté à une autre dimension. Alors c'était un choc très important parce que, et d'une, il y avait nos enfants, il fallait qu'on les rassure. Qu'on le vive avec eux, donc on était très, très dedans. Ouais. Et puis en même temps, ça a décoiffé vraiment. Autre sensation cet été-là, la compagnie Cumulus libère la parole en enfermant des êtres baptisés squames dans des cages. Ils sont pas méchants, mais il faut pas les agresser, quoi. Ils se sentent oppressés. Là, j'ai eu des plaintes. Il y a des gens qui ont été tellement choqués qu'ils se sont demandé si c'était vraiment du 2e degré ou autre chose. Et là, il a fallu quand même expliquer de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est des jeunes qui se sont maquillés là, pour faire le con, non? C'était aussi notre volonté dans ce festival, à partir du moment où il a trouvé son assise, c'était d'aller tout le temps chercher des choses nouvelles, des jeunes compagnies,
prendre des risques. Parce qu'on ne fait rien de beau dans un festival si on ne se met pas en péril et si on ne prend pas des risques. Demandez le journal du festival. À partir de 1990, le festival s'étoffe avec le Hof. Il sélectionne à ses débuts une centaine de troupes et en refuse 2 fois plus. Un an plus tard, les anciens abattoirs de la ville sont transformés en lieu de résidence pour les troupes. 1994, le festival à Pignon-sur-Rue, il investit de nouvelles places, mais déborde aussi du cœur historique pour s'installer dans des quartiers périphériques. La légende est en marche. Elle s'écrit grâce à des compagnies comme Royal de Luxe, Opposito, ou encore Transexpress et ses maudits sonnants perchés à 20 mètres du sol. Du rêve pur. Ça retourne mon enfance. De temps en temps, on s'est dit, mais c'est pas possible. On a l'impression d'avoir rencontré l'humanité, quoi, et de se dire que le génie humain n'avait pas de limite. Au Royal de Luxe, la première fois qu'on les a vus, donc il y avait des gradins qui étaient aménagés, et là, on est arrivé 5 minutes avant et il y avait encore des places. 3 ans plus tard, il fallait venir 1 heure avant pour avoir une place. C'est la ruée vers l'art. Le public est en effet au rendez-vous, jusqu'à 300 000 personnes à la fin des années 90. Et parmi elles, des programmateurs jusqu'à 200 venus du monde entier. C'était un vrai festival. Ah non, ça y est, à ce moment-là, il y avait un vrai public qui venait pour le festival, toute la ville était sur le pied de guerre. Non, ça avait totalement changé. Ah ben oui, heureusement. Ils ont fait venir des people, ils ont fait venir des journalistes, et c'était quand même un tremplin formidable pas seulement pour nous, pour toutes les troupes, c'est devenu un tremplin formidable. Autant la population locale était très impliquée les premières années, par curiosité, parce que ça impactait la ville, autant petit à petit le public s'est spécialisé. On a eu un public, entre guillemets, Télérama, qui arrivait, et Châlons correspondait à une des étapes de leur Tour de France culturel. C'était beaucoup de monde quand même dans les rues. C'était beaucoup de monde dans les rues, des problèmes éventuellement de sécurité, encore que ça s'est toujours passé de façon sympathique, mais il fallait quand même faire très très attention. Malgré le succès, il ne fallait pas que ça devienne trop encadré. Enfin, c'était ça. Il fallait qu'on se sente en pleine liberté, puis en même temps, il fallait quand même faire attention qu'il n'y ait pas de pépins. Face à une foule toujours plus avide d'émotions, comment ne pas perdre son âme? Comment conserver l'ADN poétique, interactif et frondeur du festival? Pierre et Quentin font confiance aux pionniers, mais aussi à des petits nouveaux. En cette décennie, les arts de la rue sont en pleine ébullition, une frénésie de création. Les artistes expérimentent des nouveaux thèmes, des nouvelles scénographies. Les programmateurs repoussent également les frontières de la curiosité. Le festival se veut international. Les compagnies européennes proposent alors souvent une esthétique troublante, où les nouvelles technologies font leur apparition. Quand leurs homologues des pays du Sud livrent leur vision des arts de la rue. Le champ des poireaux qui pousse en graines, le chou de Bruxelles qui dégorge des poiriers. Oh, j'ai les brocolis qui jouent de la mandoline. Une multitude de facettes avec comme lien la volonté encore et toujours de nourrir l'imaginaire et la réflexion du public. Ça grouille, ça grappe, ça germe, ça grève, ça gramine, ça granule, ça grenouille. Il fallait à la fois répondre à tous ces milliers de spectateurs et en même temps ne pas abandonner, ne pas sacrifier l'artiste qui, avec 3 fois rien, va vous émouvoir autant que celui qui va vous ouvrir le ciel et les étoiles. Madame, nous allons dérouler le tapis rouge vivant pour vous.
Signe des temps et d'un début de reconnaissance des arts de la rue, à partir de 1993, les ministres de la Culture débarquent au festival. Jacques Toubon est le premier à battre le pavé, le premier aussi à se faire chahuter par les artistes qui réclament des budgets. En 2003, Châlons devient la capitale de la contestation. Cette fois, il s'agit de sauver l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle. Jour à pas, le dilemme est cornélien pour les programmateurs et au sein même des compagnies. On se déchire sur la stratégie adoptée. L'édition a tout de même lieu après une journée de grève et la mise en scène d'un bal où la colère nue éclate au grand jour. Ils sont magnifiques. Le public de Châlons n'a pas du tout été hostile à cette grève. Au contraire, ils nous ont reçus chez eux, ils nous ont aidés, ils nous ont parrainés et tout. Ils ont très bien compris cette grève et ils adhéraient à ce qu'on faisait. Au revoir, amis. 2003, c'est aussi la fin d'une époque. La dernière programmation signée Pierre et Quentin. Les fondateurs du festival sont débarqués par la nouvelle municipalité, un divorce douloureux et controversé. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réalisé une utopie. Quelque chose qui semble complètement fou dans cette ville qui était morte totalement. Avoir créé cette espèce de folie dans les rues, tout ça, c'était du rêve. Et c'est devenu de la réalité. Et on a adoré notre travail à Châlons et on aurait aimé le poursuivre. Et le finir en tout cas. Finir au moins de notre époque d'une belle façon. En 2004, Pedro Garcia devient le nouveau visage de Châlons dans la rue. Il dirigeait un autre festival plus modeste en région parisienne. Le voilà propulsé à la tête d'une grosse machine. Pas de révolution. Les hommes passent, mais la formule du succès demeure. Ce nouveau directeur artistique alterne donc projet risqué et grand spectacle féerique. La place des Anges, je pense qu'on a retrouvé... c'est même pas l'émotion du premier festival, là. C'est que d'un seul coup, on a eu le sentiment qu'on partageait avec les 5000 personnes qui étaient sur la place l'émotion qu'on avait quand on avait 3 ans et qu'on a vu la première neige. 2006, le festival fête ses 20 ans et c'est les spectateurs qui, le dernier soir, tiennent les bougies. Le gâteau flotte sur la Saône. Il est constitué de centaines d'éléments de décor et d'objets prêtés par les compagnies. Le Théâtre de l'Unité est à l'origine de cette pièce montée hors norme. C'est beau, hein, voir comme ça. Il n'y avait pas de courant. Oui. Il y avait un barrage là plus loin, c'était très compliqué. Il fallait plein d'autorisations. C'était pas mal, hein, tout de même. Hein. On s'est critiqué, mais. Arrivé à l'âge adulte, Châlons dans la rue allait-il s'assagir? La question trottait dans toutes les têtes. Eh bien non, le festival rue encore dans les brancards. Ces 10 dernières années, il a continué à nous amuser, à nous bousculer. Il nous a enchantés, percutés. Chavirés. Émerveillé. Bref, on l'a aimé. Alors bien sûr, aujourd'hui, des périls le menacent. Coupes budgétaires, paupérisation des compagnies, tentation du spectacle creux et divertissant. Une nouvelle fois, le festival est condamné à se réinventer. Qu'à cela ne tienne, parmi tous ceux qui lui ont prêté vie ces dernières années, personne n'a envie que l'aventure s'arrête. Maintenant, on prend aussi beaucoup de plaisir. On emmène nos petits-enfants. Oui. Ben oui, c'est important que cette chose-là vive, respire, continue. On dit bonjour à des gens à tous les coins de rue, forcément. C'est être en famille un peu, Châlons. Pour moi, Châlons dans la rue, ça aurait été cette envie d'être complètement dans la ville, d'être un citoyen.
Voilà, pour moi, d'un citoyen heureux, vivant avec les autres, capable d'échanger sur tous les sujets, d'ouvrir, ne jamais fermer. Voyez. Chalon dans la rue, c'est l'espace qui ne se ferme jamais. Retour à Chalon dans la rue en direct où Mehdi Megari nous a rejoint. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Vous êtes chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Diptyque et vous êtes programmé cette année dans le IN avec un magnifique spectacle, Déconstruction. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de découvrir avec nos téléspectateurs un extrait de ce spectacle. Alors, Déconstruction, en fait, s'inspire des révoltes des peuples, des révolutions, notamment du printemps arabe, mais de bien d'autres. Est-ce que le spectacle était taillé pour être joué dans la rue, dans l'espace public, en fait? Eh bien, tout à fait. Nous, on est une compagnie qui habituellement créons des spectacles pour les théâtres, pour ces salles où le public est dans le noir, où il y a juste une boîte noire et la lumière, et les artistes sont de leur côté et les spectateurs de l'autre. Et là, dans notre démarche artistique, on est arrivé sur cette envie de parler de la révolte. Pour moi, en tout cas, la révolte, c'est pas forcément un thème qui est que d'actualité. Il l'est depuis toujours, il le sera toujours, puisque la révolte, c'est tout simplement cette envie de l'humain de se battre contre son propre système qu'il a créé lui-même, et ça sera toujours vrai. Donc du coup, on avait cette envie vraiment de retourner dans la rue, puisque c'est d'ici que partent toutes ces révoltes, tous ces mouvements fédérateurs, que ça soit pour tout et ça sera pour toujours. Ça part de ces places, de ces endroits où les gens se donnent rendez-vous et essayent de s'unir autour d'une idée pour défendre leur idée. Et c'est un peu ce qu'on avait envie de travailler dans ce spectacle, de pouvoir travailler avec le public et de travailler de cette idée de fédérer des gens pour pouvoir affirmer une idée en fait. Alors effectivement, les danseurs jouent avec le public, sont en interaction. Il y a aussi ce grillage qui est un élément central de décor. Qu'est-ce qui symbolise ? Alors ce grillage, il peut symboliser plein de choses. Le but de ce spectacle, c'est vraiment que chacun puisse l'interpréter avec sa sensibilité. Donc après, ça peut être vu comme ce qu'on peut trouver sur les city-stades, ces espèces de grandes grilles de terrain de basket. Ça peut être aussi vu comme une frontière. Ça peut faire penser aussi à tous ces réfugiés qu'on voit là dans l'actualité, qui sont des gens qui ne sont pas des mendiants à la base, qui ont des belles situations, puis qui se retrouvent dans des cages simplement pour sauver leur famille. Ça peut être aussi une prison. Ça peut être vraiment vu chacun le verra selon sa sensibilité en fait. Est-ce que d'avoir été programmé dans le IN après avoir été programmé dans le OFF l'année dernière ici à Chalon, c'est un vrai tremplin pour la compagnie, qui est toute jeune, hein? Eh ben ouais, dans la rue on est vraiment tout jeune parce qu'on a démarré ici dans le OFF l'année dernière, donc je dirais même plus qu'un tremplin. Pour nous ça a été vraiment un coup de catapulte. On est arrivé juste avec les premiers prémices de ce projet. On était vraiment dans les débuts. On avait envie d'essayer des choses avec le public, dans l'espace public. Et du coup, on a eu tout de suite l'engouement du public. On a eu la chance d'avoir le Centre national des arts de la rue de Chalon qui a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose et qui nous a aidé vraiment à faire mûrir ce projet. On a eu celui aussi d'Annonay. Et ce qui nous a permis de beaucoup travailler sur le spectacle et d'arriver avec cette version aboutie aujourd'hui dans le IN. Eh ben, merci beaucoup Mehdi de nous avoir parlé de ce très joli spectacle. Alors on vous souhaite encore plein de public pour la représentation de 22h ainsi que les deux prochaines prévues demain. Et puis on avait envie de vous donner l'eau à la bouche. Alors si vous avez envie de passer des beaux moments, des jolis moments, venez ici à Chalon. Les artistes vous attendent. Il y a encore plein de belles choses à voir et notamment un exemple parmi d'autres, la compagnie franc-comtoise La Salamandre qui vous convie à un ballet enflammé, magnifique, des images envoûtantes que vous allez découvrir tout de suite. Un très très beau spectacle qui se joue encore ce soir à 23h30, place de l'Abbé Moreau.
Et c'est justement avec ces très belles images qu'on se quitte. Très belle soirée sur France 3.